Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech où on vous résume l'actu tech, internet et gadgets qui continue malgré tout, toujours plein de choses intéressantes, certaines un petit peu liées de près ou de loin au confinement et au virus et certaines autres pas du tout. Mais en tout cas, on est là pour en parler, pour analyser, pour discuter et pour rigoler un petit peu puisque aujourd'hui, je suis Patrick Béja. Bon, ça, je suis Patrick Béja à peu près tous les jours. Mais aujourd'hui, en plus d'être Patrick Béja, j'ai l'honneur, le privilège et la joie de recevoir mes trois co-animateur de feu Upload, mais qui reste dans l'esprit d'Upload, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, notamment Jérôme Kainborg. Comment ça va, Jérôme ? Eh bien, écoute, ça va très bien, mais je suis interloqué par une chose que tu as dite. Il y a certains jours, tu n'es pas Patrick Béja. Alors, explique-nous, tu es quoi ces jours-là ? Écoute, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon intimité plus que je ne le fais déjà. Tu es un super-héros, Patrick. Tu as une identité secrète, on veut tout savoir. Écoutez, Disney Plus vient d'arriver en France, donc vous pourrez peut-être apporter un casque tel le Mandalorian et c'est ça, exactement. Donc Jérôme, qui, comme il n'a pas d'enfant, a pu occuper ses journées à lancer une chaîne Twitch de jeux vidéo, si j'ai bien compris, c'est ça ? Exactement. Nowtech QG sur Twitch. Bon, pour l'instant, j'ai fait que 2 streams. Bon, c'est QG comme Quick Game ou on alterne, on a fait des parties de Pictionary tous en groupe et puis sinon je fais du Mobs & Blades 2. C'est d'accord, des parties de Pictionary, c'est vraiment le jeu vidéo pour les personnes d'un certain âge. Je comprends bien. C'est ça. Ah écoute, on s'amuse bien à l'EHPAD. Hein. Entre ça et compter les morts. Ça y est, faut qu'il y en ait un qui casse l'ambiance. Corben, toi qui l'ouvre, t'as des enfants, donc tu cherches l'échappatoire comme tu peux, là où tu peux, donc tu fais des plaisanteries. J'ai un grand congélo aussi, hein, donc c'est bon, mais non, ça va, on se débrouille. C'est bien, l'échappatoire. Je me suis abonné à Disney Plus ce matin, mais j'ai pas encore eu le temps d'expérimenter plus que ça. Comment ça, t'as pas déjà vu tout le Mandalorian comme tout le monde ? Non, je l'ai pas vu moi. Ah bon, d'accord, mais depuis ce matin, tu t'abonnes et tu regardes tout direct. Mais je crois qu'ils les mettent un épisode par semaine, même s'ils sont... Ils sont hyper courts, les épisodes. Je crois que les 4 premiers sont dispo. D'accord. Je crois. Ok. Ouais, il y a une surprise dans le premier épisode. D'après ce que j'ai compris, à la fin, il y a un truc qui se passe. Visiblement, ça a à voir avec les bébés, mais bon, voilà. Et j'ai essayé de m'abonner, et puis j'ai lancé par VPN pour Disney+. Et puis ensuite, j'ai réfléchi 2 secondes. Je crois que ça serait possible, mais j'ai réfléchi 2 secondes, et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul truc qui serait intéressant, et que c'était genre vers la fin de l'année, c'est la série Falcon and Winter Soldier. Ouais. Donc j'ai décidé de pas m'abonner, en fait. Voilà, c'était mon cheminement intellectuel. Cédric, comment ça va ? Je t'ai pas encore présenté, Cédric Bonnet. Ça va, écoute, ça va très bien. Moi, je vis très bien le confinement, télétravail, tout ça, tout va bien. Ouais. En même temps, on a passé 30 ans à s'entraîner pour le confinement. Hein, oui, exactement. J'étais prêt. Hein. C'est ce qu'on dit vous restez enfermé chez vous, j'ai dit, je suis prêt. Moi, à un moment, j'ai eu peur, j'ai cru que le jogging, c'était obligatoire. Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'ai peur de ça. Je me suis dit, non, ils vont pas forcer les gens à courir. Non. Bon, merci d'être là tous les trois avec moi. On va vous parler de Zoom et de ce qui se passe avec Zoom. Zoom, c'est quoi ce bordel ? Ça risque d'être le titre de l'épisode. On va également vous parler de Apple, de plein de petites news, et peut-être que je demanderai à Jérôme ce qu'il pense de la nouvelle version de l'OS de l'iPad, avec des souris, des trackpads, tout ça. On aura aussi plein d'autres petites news sur Microsoft, sur plein d'autres choses. Mais pour commencer, je voudrais évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, et notamment Chris Matt, Daoud, Mr. Clem, Jérôme Godéris, Mathieu Henras, Romain Alexandre, Thibaut Prévost, Pierre Lebihan et Sylvain Majax. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. On en reparlera dans un petit moment, mais vous le savez, patreon.com/rdvtech, c'est un truc qui est hyper important pour que l'émission existe et je suis hyper reconnaissant de ceux qui le font. Donc, on va commencer avec Zoom, c'est quoi ce bordel ? C'est ça qu'on a dit. Vous utilisez, vous, Zoom ? Je l'ai utilisé. D'accord. J'ai été obligé de l'utiliser. Ah, ouais, c'est ça, oui, quand on forcé. C'est vrai, quand on est invité, on l'utilise.
Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont Zoom est un logiciel de visioconférence qui était relativement populaire jusqu'au début du confinement et qui a complètement explosé, presque littéralement, parce que suite à sa popularité croissante de manière exponentielle, on a découvert des séries de failles de sécurité. Et c'était à tel point que certains ont commencé à recommander de ne plus utiliser Zoom. Le logiciel a été banni dans différents contextes, certains pour les salles de classe, d'autres, etc. Je ne vais pas vous résumer toute la série de problèmes de sécurité qui ont été levés. Certains étaient sérieux, d'autres un petit peu moins. Certains étaient un peu malicieux dans le sens que, pas avec malice, genre c'est marrant et c'est malin, mais dans le sens anglophone du terme, c'est-à-dire qu'il y avait des intentions discutables de la part des développeurs de l'application, avec des données qui étaient utilisées pour des choses pour lesquelles elles n'étaient pas censées être utilisées. Il y avait des accès qui étaient trop faciles à certaines salles de réunion, etc. Mais le logiciel étant relativement facile à utiliser, il a quand même été extrêmement populaire. Et où on en est aujourd'hui, ils ont expliqué, les développeurs ont expliqué en fait que ils avaient des problèmes qui étaient dus en partie au fait qu'ils sont passés de 10 millions d'utilisateurs quotidiens uniques en décembre à plus de 200 millions d'utilisateurs quotidiens uniques aujourd'hui. Et alors moi, on va dire que je suis toujours bonne patte et que j'ai tendance à croire ce que les gens me disent, mais j'avoue que pour un logiciel voir une explosion aussi énorme, c'est sûr que 10 millions d'utilisateurs uniques, c'était pas rien non plus, mais non. Il n'y avait pas du tout le même type de focus, de spotlight, de lumière qui était mise sur le logiciel, et forcément les choses changent quand on a 20 fois plus d'utilisateurs en 2 mois. Et donc, à mon sens, c'est pas une chose qu'il faut... Enfin, bien sûr qu'il faut leur en tenir rigueur parce qu'ils ont fait des erreurs qui étaient tout à fait évitables. Mais je n'y vois pas d'intention particulièrement néfaste. Je dirais pas, faut plus du tout utiliser Zoom. Faut juste savoir que c'est pas l'outil le plus sécurisé qui soit. Ceci dit, ils ont modifié le fonctionnement pour, par exemple, faire que par défaut les salles de réunion nécessitent un mot de passe, qu'il y ait des salles d'attente pour que les gens ne puissent pas débarquer dans votre réunion Zoom et commencer à diffuser des images qu'ils ne devraient pas pouvoir diffuser ou vous espionner ou etc. Donc ils font petit à petit ce qu'il faut pour sécuriser un petit peu le produit. Est-ce qu'ils auraient dû le faire avant ? Oui, certainement. Est-ce que c'est la fin du monde ? Moi, j'ai pas l'impression, c'est bien qu'on l'y signalait, mais voilà. Corben, toi qui es plutôt à cheval sur les questions de sécurité, tu penses quoi de Zoom, toi, aujourd'hui ? C'est un truc que t'évites ? C'est un truc que... Ouais, c'est un truc que j'évite, mais après, comme tu dis, hein, si c'est juste pour dire bonjour à ta maman, ou tu vois, enfin voilà, qu'il n'y a pas trop d'enjeux, c'est pratique à utiliser. Après, moi, ce qui me dérange, c'est que tu as quand même un module à installer sur ton ordi, qui s'installe assez directement, on va dire, et en utilisant des petites astuces, et voilà, ouais. Et par conséquent, je vais pas dire c'est un cheval de Troie, hein, c'est pas le cas, mais potentiellement il y a peut-être après derrière d'autres. Enfin, ça ouvre peut-être des portes. C'est ça, comme à l'époque, on imaginait le moteur Java ou ce genre de truc qui ouvre plein de portes et qui n'est pas mis à jour, et du coup d'autres s'en servent. C'est un peu ça. Tu prendrais un risque en fait. Alors, ça t'installes une espèce de plugin qui est presque bas niveau. Enfin, tu vois, c'est assez chiant. Donc, si je dois repasser par Zoom là demain parce qu'on m'a mis dans une conf, je pense que je passerai sur l'appli mobile en fait. Oui, d'accord. Donc, parce qu'au moins les applis mobiles sur iOS en tout cas sont dans des sandbox, donc du coup tu la désinstalles, il n'y a plus rien. Voilà. Alors que sur le PC ou même sur Android, ça a tendance à t'installer des trucs un peu partout, et tu sais pas trop si c'est désinstallé correctement et tout ça. Donc la reco, c'est utiliser votre mobile plutôt que le PC avec Zoom, quoi. D'accord, donc si vous êtes un peu préoccupé, j'ai trouvé... Ouais, vas-y. Non, vas-y, Jérôme. Ouais, moi j'ai trouvé que justement ça révélait
un problème dont Corben, enfin tous ceux qui s'intéressent à la sécurité informatique parlent souvent, c'est le manque de culture des entreprises sur la sécurité informatique. Toutes les entreprises se sont ruées sur Zoom parce que on s'est tous confinés dans la panique, etc., sans se poser la moindre question sur la sécurité du truc, et même sur le business model, et c'est souvent lié. Je veux dire, une partie de ce qui se passe avec Zoom est liée à leur monétisation, et comme tu le disais au début, ils ont fait un x100 au niveau de la charge serveur. Ça doit leur coûter une blinde, justement en serveur. Ils ont un business model qui est à mi-chemin entre le gratuit. Enfin bon, on connaît ces business models. Bien évidemment qu'ils partagent des données, on sait maintenant, et ça me sidère aujourd'hui que des responsables informatiques de grosses entreprises. Alors, je sais que parfois, ils ont dû dire à leur patron, non, on n'utilise pas ça. Le patron a dit, si, c'est beaucoup plus pratique. Mais voilà, c'est encore une fois le manque de culture sur la sécurité informatique, quoi. Oui et non, parce qu'en fait, t'es patron d'une grosse boîte comme ça, tu regardes le site internet, à aucun moment on te dit on fait de la récolte de données, tout ça. Et s'il faut un service juridique pour éplucher toutes les CGV du service et tout ça, c'est qu'il y a un problème en fait. Et le problème, il n'est pas du mec qui a fait le choix de la solution, mais c'est plutôt le mec qui a développé la solution. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas blâmer quand même tous les responsables techniques d'entreprise qui ont fait le choix d'utiliser Zoom alors qu'il y avait des failles, parce que il ne pouvait pas les deviner, et de deux, que des données étaient partagées avec Facebook et ce genre de choses. Si c'est pas écrit explicitement, c'est la faute de Zoom. C'est pas la faute au mec qui a fait le choix de cette solution-là. Si on devait décompiler le code de toutes les applis qu'on utilise en entreprise pour voir s'il y a des failles, mais c'est pas décompiler le code. C'est que j'imagine, peut-être que c'est pas le cas, mais j'imagine que c'est dans les conditions d'utilisation, tu vois. Donc oui, ça doit l'être. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il faut un service juridique pour les lire, ça doit pas être écrit. Il y avait quand même la solution de Skype. Mais je suis d'accord que le business model, voilà. Mais quand tu devrais te dire, tiens, il y a peut-être un lièvre à lever là, il y a peut-être un truc. Un truc qui a des pans entiers gratuits. Enfin, tu te dis, mais après, alors regarde dans ce cas-là, tu vois. Quand tu vois que Facebook lance les appels illimités gratuits, que Facebook on sait. Oui, Facebook on sait. Mais Teams qui rajoute Microsoft Teams dans les offres famille, enfin. Tu pourrais non, mais l'offre famille, c'est payant aussi. Non, donc voilà, c'est ce que... disons que ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire un autre choix, mais c'est vrai que personne ne s'est posé la question, et je comprends quand Jérôme dit il aurait peut-être fallu se poser la question, je peux le comprendre. Oui, mais moi, tu vois, je peux comprendre que des petites structures de 20 ou 30 personnes, sans directeur informatique, machin, qui dit on fait nos réunions sur ça, choisissent Zoom parce que d'un c'est moins cher, et de deux ça fonctionne. Zoom avant que ça buzz là dernièrement, c'est quand même un service qui était réputé aussi, comme Bien sûr, comme Skype, exactement, il était connu, voilà. Et donc il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Ouais, tu fais confiance sur le site, que c'est chiffré, et puis derrière c'est utilisé depuis longtemps. Voilà, si ça l'est pas, toi, tu vas pas décompiler l'app, quoi. Oui, mais alors je pense quand même que n'importe qui aujourd'hui, avec justement les actualités qu'on a, avant d'utiliser un service gratuit pour autre chose, je te parle pas de pas correspondant avec ta famille ou même une petite réunion d'entreprise, mais il y a des entreprises qui ont fait, il y a même des gouvernements qui ont fait des réunions à plusieurs sur Zoom. Je comprends. J'ai du mal à comprendre aujourd'hui. Non, moi, c'est le minimum. Les gouvernements qui l'utilisent. Je termine ma phrase. Bah si, en UK, ils ont utilisé Zoom pour faire une réunion. Et en plus, ils ont diffusé le lien sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, moi, c'est le manque de culture d'un minimum de sécurité informatique. Pour moi, l'hygiène numérique aujourd'hui commence à se dire comment ces gens-là font de l'argent. Oui, venez dans mon école, on forme ces gens-là, justement. Donc voilà, c'est la pub placée. Et surtout que, là, on avait Skype depuis un moment. C'est vrai que Skype est moins pratique peut-être à utiliser que Zoom. Je sais que beaucoup de gens s'en plaignent. Moi, je l'utilise pour les émissions depuis longtemps et je m'en plains beaucoup moins. J'avoue que je le trouve pas si mal, mais bon, c'est une autre question peut-être. Et puis Skype a changé a mis en avant une fonctionnalité qui existait depuis longtemps. C'est le fait de pouvoir créer une salle de réunion et en diffuser le lien
lien facilement et faire en sorte que les gens puissent rejoindre simplement en cliquant sur le lien sans même télécharger le logiciel, ce qui pourrait satisfaire à certaines des réserves qu'avait Corben sur l'installation du logiciel Zoom. Bon, tout ceci mis à part, aujourd'hui, comme on le disait, je pense que la question qui préoccupe les gens qui nous écoutent, c'est est-ce qu'il faut continuer à utiliser Zoom ou pas ? Moi, je dirais, à moins que vous ayez des choses particulièrement sensibles à dire et que vous ayez des raisons de croire qu'on pourrait vous espionner, j'ai pas l'impression que Zoom soit ultra dangereux. Peut-être, si vous êtes un peu prudent, utilisez l'application. Utilisez FaceTime si vous êtes tous sur iOS en groupe. Hein. Bah, si vous avez vraiment des informations confidentielles à envoyer, envoyez-les par Signal ou une app de ce genre-là. Oui, exactement. Et encore une fois, mais... comme disait Corben, quand même, sur PC, moi j'ai des réticences à installer. Voilà. Installez pas des trucs sur votre ordinateur, et c'est vrai que les applis mobiles, c'est quand même plus safe pour tous ces trucs de visio. Voilà, c'est sandboxé. En plus, cerise sur le gâteau, la caméra de votre smartphone sera toujours meilleure que la caméra de votre ordinateur ou qu'une webcam. Oui, mais on peut pas facilement partager le desktop si on veut faire des présentations ou des trucs comme ça. Si on utilise l'application. Ah oui, c'est sûr. T'imprimes. Tu filmes ton écran et puis voilà. Ouais, tu filmes ton écran. Pour les réunions de retourne. famille, Zoom, why not ? Pour le boulot, payez un peu, prenez Teams ou voilà, et ça sera. Ça marche très bien. Hein. Exactement. D'accord. En plus, ils ont priorisé les flux pour les entreprises sur Teams, donc c'est cool. Bon, c'est dommage pour les autres, mais c'est cool. Du coup, vous avez une bonne qualité d'image. Il y a même un partage de fichiers intégré. Il y a plein de trucs. Franchement, allez-y quoi. Donc Cédric qui recommande Teams, qui recommande du Microsoft, on aura tout vu, hein, franchement. Oui, pardon, en tout cas, pour je recommande aussi, moi. Oui. J'ai l'impression d'être un upload il y a 5 ans. Hein. C'est ça. Non, mais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin, honnêtement. Vrai, ouais. Et puis, tu as dit une bonne chose. Je crois qu'il y a un moment, faut payer pour de la sécurité. Exactement. Quoi. Pour les entreprises, payez, prenez Teams, bataillez pas. Les particuliers, Zoom sur mobile, si vous voulez faire ça à plusieurs, et puis basta. Quoi. Tu sais combien coûte Microsoft Teams par utilisateur ? Je sais plus. Non. D'accord. J'avais le tarif en tête, mais je l'ai oublié parce que je crois qu'en plus il a changé il n'y a pas longtemps. Donc, ouais. J'imagine que c'est sur ce genre de logiciel, c'est quelque chose entre 5 et 10 euros par utilisateur. Par utilisateur par mois, oui, c'est ça. C'est Slack style. C'est ça. Donc voilà, c'est une petite somme pour une société, mais c'est pas. Mais tu vois, mais ils remboursent pas les passes Navigo, machin et tout là aux Parisiens. Puisqu'il n'y a pas de Navigo, du coup, débourser 5 euros par employé, vous verrez, ça, c'est aussi rentable pour le télétravail. Alors, aux États-Unis, on est à $8 par employé, $8,25 en paiement annuel. Donc, bon. Ouais, mais ça va être 9 là, mais voilà. Mais honnêtement, ça va. 8,80 €. Franchement, voilà. Ouais. Alors, tu vois ce que ça coûte la moitié d'un pass Navigo, c'est bon. Ouais. Arrêtez de faire vos pinces. Faites pas les radins. Ouais, bon. Surtout que bon, toutes les sociétés. Il n'y a même pas de frais kilométriques, d'essence à rembourser et tout là, ou je ne sais quoi. Et toutes les sociétés se portent super bien en ce moment. C'est ça. Non, le truc chiant, c'est les tickets resto, hein, par contre. Hein, j'avoue, je les cumule là, j'ai plus de 300 € de tickets resto. Je sais pas ce que je vais en foutre. Il y a un tweet qui m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui dit j'ai plus d'argent en tickets resto que sur mon livret A. C'est ça. Alors, on va demander à Microsoft s'ils acceptent les tickets resto en paiement de Teams et ça sera parfait. Voilà, parfait. Bon, parlons un petit peu d'Apple du coup. Plusieurs choses chez Apple. Il y a d'une part un arrangement avec Amazon qui fait que Amazon n'est plus obligé de payer les 30% de taxes Apple pour les paiements sur son app. Alors évidemment, ceux qui suivent l'histoire des magasins, des stores sur mobile et d'autres types de stores savent que certaines sociétés obligent toutes les applications à passer par leur système de paiement, Apple, etc., pour faire des achats sur mobile. Et certaines autres sociétés ne veulent pas, notamment Amazon pour ses services numériques, parce qu'ils ne veulent pas payer les 30%. Netflix est dans le même cas, etc. Eh bien, depuis peu, Amazon Prime Video vous autorise l'achat de vidéos, de films, etc., par le paiement
qu'ils ont déjà dans leurs données, c'est-à-dire la carte bleue qu'ils ont déjà chez Amazon. Et donc, en évitant les 30% d'Apple, ils ne payent pas les 30% à Apple. Là où c'est intéressant, c'est que ça fait visiblement partie d'un deal qui d'ailleurs existait déjà avec Canal+, il semble, mais bon, c'est un petit peu moins visible du côté de Canal+, mais ça fait partie d'un deal qui fait que Amazon se met en conformité avec tout un tas de demandes d'Apple qui demandent d'être compatible avec Apple TV, compatible avec les systèmes de streaming d'Apple, etc. Oui, AirPlay 2, tout ça. Voilà, AirPlay 2, etc. Et dans le cadre de cet accord et de ce système, ils ont l'autorisation de ne pas utiliser le système de paiement d'Apple. Évidemment, c'est aussi une grosse question qui se pose pour ce qui est du monopole d'Apple sur son OS, puisqu'ils imposent je dis taxe tout le temps, c'est pas tout à fait juste, qui impose cette commission à tous les biens numériques achetés sur leur plateforme, si on veut pouvoir acheter sur la plateforme. Netflix, on peut payer par le site web et regarder sur la plateforme. Ils ont fait ce changement il y a un moment, mais cette relâche de l'obligation est intéressante parce que, bien sûr, ça montre que Apple est peut-être préoccupé par les questions de monopole et d'abus de position dominante, des questions sont en train d'être posées à ce niveau. Et d'autre part, ça montre, comme le disait c'est Dieter Born sur The Verge qui a dit une chose très juste, c'est que, ok, ça relâche la mainmise d'Apple sur les moyens de paiement, mais peut-être que d'une autre manière, ça montre à quel point ils ont une mainmise énorme parce que c'est complètement arbitraire. C'est eux qui ont décidé, avec Prime, on va le faire parce que on a réussi à trouver un accord qui est à notre avantage. Et donc, c'est pas forcément un relâchement de cette mainmise, c'est qu'ils l'utilisent pour imposer des choses à ceux qui veulent passer outre. Ils donnent une sorte de passe-droit qui est bénéfique à tout le monde dans l'histoire, parce que Prime a tellement d'abonnés de toute façon, c'est pas qu'ils vont avoir d'autres abonnés qui seraient passés par Amazon s'ils n'avaient pas autorisé cette petite entorse. Mais voilà, c'est différentes manières d'appréhender la chose. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, ça, ou est-ce qu'on passe aux autres news d'Apple ? C'est bien, en fait, qu'ils aient ce moyen de pression, en fait. Parce que j'en avais un peu marre, moi, des applications qui ont leur propre player, leur propre truc, qui n'ont pas le même comportement d'un player vidéo à l'autre. Pour afficher les sous-titres, chez l'un, il faut slider vers le bas, chez l'autre, il faut slider vers le haut, chez machin. Je trouve ça plutôt bien. Et en plus, le fait d'utiliser le player intégré fait qu'ils utilisent les codecs standards de l'Apple TV. Et je trouve ça très bien, en fait. Donc, moi, tu vois, le player Netflix me fatigue par moment. L'interface Netflix n'est pas du tout aux normes de ce qui se fait sur toutes les autres apps de l'Apple TV. Donc toi, tu es pour notre overlord Apple qui sait ce qui est bon pour nous, tu approuves. Je suis même pour l'overlord Apple avec l'appli Apple TV qui récupère tous les contenus de partout. Pour le moment, ça se fait pas bien parce que chez nous, on a peu de sources qui respectent les specs d'Apple. Donc voilà, il y en a quelques-unes, mais tu retrouves des contenus payants au milieu des gratuits, tout est mélangé, c'est le bordel. Je suis content qu'Amazon Prime le fasse. D'ailleurs, je vous recommande Tales of the Loop au passage sur Amazon Prime en ce moment. Et j'aimerais que Netflix le fasse aussi. Tu vois, je suis content que Canal+ le fasse. Je suis abonné Canal+. Ça serait bien que Disney+ le fasse aussi et que d'autres le fassent. Ça arrivera peut-être. Jérôme, tu allais dire autre chose. Toi, t'es généralement pour l'expérience utilisateur unifiée d'Apple ? Oui, puis je pense de toute façon, ça va... Apple, ils sont pas en train de virer gauchistes non plus. Tout ça va dans leur intérêt, finalement, de lâcher un peu la bride sur cette commission, sachant que eux-mêmes sont en train de changer de business model aussi, et même dans les fondamentaux. C'est-à-dire que Apple veut de plus en plus vendre du service. Il y a beaucoup d'ouverture en ce moment chez Apple. On s'en moque un peu parce que c'est vrai qu'à une époque, mais il y a pas mal d'ouverture commerciale. Quand je vois que AirPlay 2 est maintenant
maintenant dispo sur énormément de télé. C'est des choses qu'on n'aurait pas vues il y a encore 5 ans chez Apple. Donc un peu comme Microsoft, ils sont en train chez Apple de comprendre que on peut continuer à être la société, une des sociétés les plus riches du monde, en s'ouvrant aux autres. Donc c'est un vrai changement chez Apple, ça pour le coup. Bon, moi je fais quand même l'avocat du diable, qui est pas l'avocat du diable, qui est l'avocat des gentils qui aiment l'ouverture, pour dire que je me range un peu du côté de Dieter Bohn. Le résultat est peut-être cool, mais ça veut pas dire qu'Apple est plus, entre guillemets, ouvert, j'allais dire gentil, mais on va dire ouvert. Pour moi, je trouve qu'effectivement, même si le résultat est bénéfique pour les utilisateurs, ce qui est la deuxième préoccupation d'Apple après que les résultats soient bénéfiques pour eux, je suis conscient quand même que c'est pas oui on ouvre parce qu'on est gentil, c'est que ça montre qu'ils ont tout qui est verrouillé et qu'ils peuvent choisir quand ils ouvrent eux-mêmes. Mais passons à d'autres petites news. Il devrait y avoir une annonce du fameux iPhone SE qui arriverait dans, je crois, une semaine, quelque chose comme ça. Donc, si vous attendez cet iPhone bon marché, entre guillemets, il arrivera d'après les rumeurs, d'ici une semaine, quelque chose comme ça, plus ou moins. Il y a également des news pour le prochain iOS qui aurait un meilleur manager de mots de passe qui inclurait les données de l'authentification double facteur. Moi, ça me fait poser des questions parce que si le double facteur est géré par le gestionnaire de mots de passe, du coup, c'est plus un double facteur, ça redevient un seul facteur. Donc, il va falloir le triple facteur. C'est ça. Double facteur là, plus un triple facteur, peut-être qu'avec ça pourrait être justement le Face ID ou le Touch ID. Il y a aussi d'urine, un truc comme ça. Analyse d'urine comme facteur d'authentification, ça serait pas mal, oui. Vous pouvez commencer, selon Cédric, à faire pipi sur votre iPhone très bientôt. C'est ça. ça désinfecte du Covid et tout, c'est parfait. Non, ou sur l'Apple Watch, c'est ça qui est le truc santé, en fait. Ouais, c'est ça. Il y aurait aussi des widgets qu'on peut bouger sur iPad et iPhone avec iOS 14, ça serait intéressant. Le AirTags qui fuite de partout, donc ça se confirme encore. Apple a également acheté une société qui fait de la réalité virtuelle, donc on sait qu'ils s'intéressent depuis longtemps à la réalité augmentée et qu'ils ont des fonctionnalités dans leurs derniers OS, mais là, ça serait aussi la réalité virtuelle peut-être. Et j'en viens à la question que je voulais poser à Jérôme, on en parlait la semaine dernière, mais le dernier iPadOS a inclus une intégration de la souris, des trackpads et des claviers encore plus poussée qu'avant. On a une vraie intégration de la souris. J'ai regardé d'ailleurs ta vidéo avec grande attention. Est-ce encore un iPad ? Parce que quand on a une telle intégration, on est en droit de se demander si l'iPad est devenu un ordinateur. Je connais un petit peu ta réponse, Jérôme, mais je vais te demander de la livrer surtout si tu as regardé la vidéo. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses donc de cet iPad vraiment souriifié ? Écoute, on va me traiter d'Apple fanboy, mais j'ai l'habitude, mais je trouve que Apple a fait quelque chose de très bien. C'est-à-dire qu'ils ont intégré la souris sur l'iPad comme ça devrait être sur l'iPad. C'est-à-dire que cette intégration de souris ne défausse pas l'ADN de l'iPad qui reste du touch first. Ils n'ont pas, je vais l'expliquer simplement, tu n'as pas une flèche qui apparaît en surimpression sur ton iPad et qui va venir cliquer sur les icônes. C'est-à-dire que la souris est intégrée pas comme sur un ordinateur. Elle est intégrée comme sur un iPad, elle va changer contextuellement de forme, elle va devenir icône, elle va devenir curseur, mais sans que tu aies un pointeur blanc, ce dont on a l'habitude depuis que la souris existe, sans qu'il y ait un pointeur blanc qui se balade de partout. Et ça peut paraître complètement anodin, mais en fait, moi, ce qui m'a rassuré, c'est que l'interface de l'iPad, moi, j'avais très peur qu'il le transforme en un espèce de macOS, tu vois. Non, l'interface de l'iPad reste... un iPad est à 100% sans souris. La souris est juste là si tu as envie de faire du traitement de texte, si tu as envie de faire certains trucs, mais pour utiliser ton iPad, même dans la bureautique, tu n'es absolument pas obligé d'avoir une souris. La souris va te permettre d'être à 120% quand tu es en traitement de texte, par exemple, par rapport à ton doigt. Donc, la souris est complètement optionnelle et très bien intégrée.
Après, ça marche pas encore parfaitement partout. Bon, l'exemple type, c'est par exemple sur Shadow, le clic droit n'est pas encore reconnu. Bon, il va falloir effectivement que le développement suive derrière cette intégration. Mais je trouve que c'est une intégration très réussie. Et contrairement à ce que les gens qui n'utilisent jamais d'iPad disent, l'iPad n'est pas devenu une surface. Et je dirais même que c'est le contraire. Ça reste une tablette avant tout, qui maintenant, pour certaines tâches, peut avoir la souplesse et la précision d'une appli d'ordinateur grâce à cette souris. Mais c'est pas un ordinateur dont on peut détacher l'écran. J'avoue que j'étais moi-même très sceptique quand on a vu les premiers leaks sur cette fonctionnalité, et j'ai été agréablement surpris par l'implémentation. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'essayer ? Je ne sais plus, Cédric, si toi tu es un adepte de l'iPad. Oui. Ah oui, moi j'utilise l'iPad Pro. Pour tout te dire, c'est mon ordinateur principal quand je travaille. D'accord. Donc pour toi, l'arrivée de la souris, c'est... Alors, l'arrivée de la souris, c'est plutôt cool. Je t'avoue que comme Jérôme, je suis pas persuadé que ça change complètement l'expérience. J'utilisais moi un clavier Logitech avec. La souris me manquait dans certains petits trucs. Je fais des petits montages vidéo, tout ça. Je les faisais au stylet. Les apps que j'utilise sont pas encore parfaitement adaptées, mais quand même, je retrouve un peu des réflexes que j'avais sur un ordinateur de bureau. Donc du coup, je trouve ça pas mal. Encore une fois, ouais, tout n'est pas implémenté. On l'a essayé avec Shadow, et effectivement, c'est pas ça. Non. Donc un peu dommage pour ça, mais après c'est lié vraiment au développement. Après, pour le reste, je trouve que c'est une bonne idée d'arriver là. Le curseur interactif, c'est pas mal. Je suis moins fan du gros pointeur rond qui se balade sur l'écran. Voilà, j'aurais préféré qu'il fasse un truc plus propre en forme de souris, mais on sent l'intégration presque pas assumée en fait. Tu sais, c'est genre c'est une souris, mais c'est pas une souris. Regardez, il y a pas de pointeur. Ça fait un peu ça, quoi. Disons que dans l'ensemble, ce que je retiens de ce que vous dites tous les deux, et c'est un peu mon impression aussi, c'est que l'intégration de cette souris ne change pas la manière d'utiliser l'iPad. C'est juste que ça vient combler les petites les petits manques quand il y avait des petits manques sur certaines apps. Voilà. C'est ça. Et c'est un petit peu dans l'esprit de ce qu'ils font depuis des années avec cet iPad OS. J'allais dire iPad OS, mais depuis des années, c'est iOS, on va dire, avec l'iPad. Ils ajoutent des fonctionnalités qui ne changent pas fondamentalement l'utilisation, mais qui viennent là où il y a des petites frustrations, essayer de les combler. Et c'est fait de manière assez subtile, généralement. Donc, bon, oui, OK. Très bien. Eh ben, écoutez, merci à tous les deux pour ce rapport, ce compte-rendu d'utilisation. On va faire une toute petite pause pour parler de quoi ? Eh ben de Patreon, évidemment. Patreon, vous savez que c'est le moyen de soutenir l'émission, de donner de l'argent pour financer l'émission. Je fais souvent l'analogie du magazine. Si vous achetiez des magazines à l'époque, eh ben peut-être que vous vous souvenez qu'il y avait de la pub dedans, mais qu'il y avait aussi l'argent que vous payiez pour obtenir le magazine. Et je dirais que les gens qui soutiennent l'émission, ce sont ceux qui permettent à tout le monde d'y avoir accès, parce qu'évidemment, sans les patriotes, il n'y aurait pas l'accès. Et je voudrais particulièrement vous remercier aujourd'hui. Je sais qu'il y a certains qui écoutent moins de podcasts. J'ai posé la question sur Twitter et sur Instagram. Et en gros, on a 2 tiers, 1 tiers, même un petit peu plus d'1 tiers qui écoutent encore, et voire qui écoutent plus de podcasts. Et j'imagine que ce sont les gens qui sont encore obligés de sortir, peut-être les gens qui n'ont pas d'enfants et qui ont un petit peu plus de temps à occuper, mais les gens qui sont obligés de sortir, les gens qui travaillent pour faire en sorte que la société continue à fonctionner. Et donc, ceux qui soutiennent l'émission, eh ben, vous permettez à tout le monde de continuer à avoir cette émission qui est produite. Donc, un grand merci à vous tous. Je suis hyper heureux et fier de voir que vous êtes là pour faire en sorte que cette émission existe et que vous l'appréciez suffisamment pour donner un petit peu de sous. Comme vous le savez, sur Patreon, vous allez, vous choisissez combien vous donnez, $1, $2, puis vous avez accès à des bonus, etc. Et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là, vous gardez totalement le contrôle, mais le fait que vous donniez un petit peu de sous, bah, c'est ce qui fait que l'émission existe. Et je l'avais mentionné dans
dans un épisode précédent, mais je me sentais un peu, pas coupable, mais c'était un petit peu bizarre de vous demander des sous dans ce contexte. Et donc, ce que j'avais dit, c'est que les sous des nouveaux contributeurs, je vais les reverser jusqu'à la fin du mois de mai. J'espère que le confinement durera un petit peu moins, mais on verra. Je vais les reverser à une association. J'ai déjà envoyé les premiers sous, donc peu importe combien ça fait. J'ai arrondi au-dessus et puis j'ai rajouté un petit peu de sous, mais j'ai envoyé à l'Institut Pasteur. Donc voilà, c'est juste une petite mention en passant. C'est pas du tout un appel au don. Tu c'est crois pas aux vaccins Non, je rigole. Tu quoi, pardon? Tu crois que vraiment les vaccins c'est efficace avec une puce dans le corps? Tu vas perdre tous tes antivax. Ton sponsorisé. Tout à fait. Mais donc voilà, bref, un grand merci à vous. Si vous êtes intéressé, comme je dis souvent, Kling, Patrick, c'est quand vous rentrez de chez vous après votre jogging obligatoire, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et vous dites ah. Patrick, et bon, si vous n'êtes pas sorti faire un jogging, si vous êtes coincé chez vous, vous pouvez le faire maintenant. Il est malin, le réflexe pavlovien. Tu mais sais. c'est complètement ça. Mais il faudrait que tu agites des clés. Vraiment, c'est pas un moyen. Ah merde, j'ai pas de clé. Pas de clé. C'est pas un moyen. Non, c'est quand t'annonces le moment Patreon, tu fais un bruit de clé. Secoue des clés. Comme ça, dès que les gens vont entendre, on dit ah, c'est Patreon. Oh là, vite les sous. C'est juste un moyen mnémotechnique, mais c'est pas bête. Non, mais il faudrait que je fasse un truc plus populaire que juste les clés. Genre, quand je mets la voix de Hanouna, par exemple, tu vois, les choses que toute la France écoute. Bon, je suis pas certain que les auditeurs du Rendez-vous Tech soient particulièrement fans. Mais un aboiement de chien et tous les gens qui ont des chiens, du coup, dès que leur chien va aboyer, on va dire ah, tiens, les sous pour Patrick. Bon, dans tous les cas, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous. Le lien est dans les notes de l'émission. Ouais. Alors, pardon. Le son d'alerte de Covid-19 du gouvernement, on l'entend tout le temps à la télé quand on allume la télé. Oui. Là. Ah, mais moi je l'ai pas entendu. C'est quoi? Tu peux me le faire là? Non, je l'ai pas en tête, mais tu sais, en gros, t'as une annonce qui dit attention. C'est super fort, moi, ça m'a fait sursauter. Et ça passe entre chaque émission sur France Info ou chaque journal, machin et tout. Et du coup, tu mets ça à chaque fois que les gens entendent, ils vont dire ah, vite les sous pour Patrick. Très bonne idée. Bon, on va continuer dans la veine des conspirations. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire en Angleterre avec la 5G et le Covid-19 ? Ça agite les puces qu'on nous injecte pendant les vaccins et ça nous provoque le Covid-19, c'est évident. Pas exactement. En fait, il y a des ingénieurs des réseaux télécoms en 5G qui se sont fait agresser. Alors verbalement, ils ne se sont pas fait taper dessus, mais il y a aussi des gens qui ont visiblement mis le feu à des piliers qui avaient des antennes 5G. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rumeurs qui courent, des rumeurs hyper conspirationnistes, qui disent que les ondes 5G affaibliraient nos défenses immunitaires et donc aggravent les symptômes du Covid-19. Alors, ils ne vont pas jusqu'à dire que la 5G cause le Covid-19, quand même pas, mais les deux seraient liés et donc il faut évidemment combattre la 5G, ce qui est... Ça a évolué parce que moi cette rumeur-là je l'ai entendue en janvier quand ça a commencé les histoires avec le Covid-19 et la rumeur initiale, parce que moi j'étais resté là-dessus, c'était que en fait les Chinois avaient libéré le virus pour créer un problème en fait qui allait cacher la dangerosité des antennes 5G. Il y a deux théories qui s'affrontent en fait. D'accord. Il y en a une qui dit que ça affaiblit notre système immunitaire et que du coup on tombe malade. Et il y a l'autre qui dit qu'au contraire c'est pour cacher, c'est des conspirationnistes high level, tu vois. Moi j'ai une anecdote sur ça, c'est-à-dire que je suis tombé sur cette vidéo-là qui a été partagée sur Facebook et dans un groupe. Et déjà, je suis tombé à bras raccourcis sur les gens qui ont partagé cette connerie. Donc, mais il y a plein de gens qui y croient dur comme fer. C'est moi qui suis passé pour le débile de service, je vous rassure. Donc du coup, j'ai voulu signaler cette vidéo à YouTube. Et sauf qu'il y a zéro motif sur ça. C'est-à-dire que tu peux pas signaler une vidéo pour diffusion de fake news ou pour je sais pas moi. C'est vraiment que incitation, tu vois, à la haine ou ce genre de choses. Donc dire que la 5G c'est pas bien, que ça provoque le coronavirus, ça rentre pas là-dedans. Il y a aussi si le contenu de la vidéo correspond pas au descriptif de la vidéo, mais là c'était pas le cas non plus. Je me suis retrouvé bête à ne pas pouvoir signaler une vidéo conspirationniste en fait. Ça n'existe pas la catégorie. Je signale une vidéo conspirationniste, n'existe pas sur YouTube.
Alors je l'ai quand même signalé pour d'autres raisons fallacieuses en rajoutant en commentaire, mais il raconte de la merde sur la 5G. Et c'était la semaine dernière. Et je me suis dit, mais quand même, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est pas possible que... Et là, tu vois, je me suis dit, mais même les anti-vax, tout ça, alors je sais, liberté d'expression, tout ça. Mais quand même, là, on est face à... Là, ils ont fait un truc, là, je crois. Connerie énorme. Bah, voilà. Et là, du coup, ils ont enfin réagi. Alors, il y a quand même un angle tech là-dedans, évidemment. Hein, j'en parle pas juste pour le principe. Ils ont réuni en Angleterre les sociétés tech habituelles, Facebook, Twitter, etc., pour ajouter cette conspiration spécifique à la liste des conspirations qu'ils combattent. Et YouTube a effectivement commencé à supprimer ces vidéos spécifiquement. Alors, je connais pas les détails de comment ils les trouvent. J'imagine que c'est par signalement, mais bon, voilà. C'était pour... Donc maintenant, il faudrait signaler aux anti-vax et tout ça de rajouter le fait que ce soit lié à la 5G, comme ça on est sûr qu'elles vont se faire shooter. En fait, c'est un peu le Linky international, en fait, ce truc. C'est ça, exactement. Ah, parce que le truc qui était marrant... Même Linky, elles sont pas supprimées, les vidéos. Hein. Ouais. Bah non, parce que ça ne concerne que la France. Mais le truc, moi, qui m'a fait sourire, c'est que j'ai lu un article, alors j'arrive pas à le retrouver, mais qui montrait pendant la grippe espagnole, il y a eu exactement la même chose avec la radio. Oui, la radiofréquence. La radiofréquence provoquait en fait la grippe espagnole et ça a été relayé par la grosse presse et tout. Il y avait une vraie peur. Ah oui. En fait, le truc, c'est que je pense que le H1N1 et la 3G, chaque fois, ça vient de là alors. Je pense que c'est un réflexe un peu humain d'abord d'essayer de... Alors autrefois on trouvait des causes divines. Le Dieu est pas content, il faut faire plus de sacrifices pour éviter ce fléau de Dieu. Mais maintenant où la technologie est le truc qu'on comprend pas bien parfois, magie. Voilà, c'est le truc, c'est pas possible qu'un virus nous arrive comme ça. Il y a forcément quelque chose derrière, et donc il faut qu'on trouve une raison. Alors les Chinois, la 5G, voilà, il faut un bouc émissaire. Les chauves-souris, le pangolin, peu importe. Ouais. Oui, enfin bon, sauf que les chauves-souris, on sait que ça vient des chauves-souris. Mais c'est marrant ce que tu as une preuve. Moi, je pense que c'est la 5G. On a même des chauves-souris sur des marchés aussi. Et sur des antennes 5G, peut-être. C'est possible. Parce que sinon, on va nous exterminer les chauves-souris. Je le vois d'ici. Non, mais les coronavirus, ils sont chez les chauves-souris, hein, et ils arrivent. Non, alors très exactement. Si vous regardez le documentaire, c'est que quand on mélange les virus qu'il y a dans les chauves-souris avec les virus humains et que ça se transmet par exemple au porc, c'est là qu'il y a un gros problème. C'est en fait le fait d'amener des animaux sauvages qui sont au fin fond de forêt sur des marchés de viande humains, c'est ça qui pose le problème. Des marchés de viande humaine ? Mais enfin, non, Jérôme, n'exagérons pas. Pardon. Bon, c'est intéressant ce que tu dis sur la recherche de coupables, parce que j'ai eu des conversations sur Twitter et je suis sûr que je vais me prendre des commentaires là-dessus, mais quand on recherche des coupables et des explications, on a tendance partout à mettre le blâme... non, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que ça va... Disons qu'on n'a pas une vision très claire de la manière dont se développent les choses et dont sont prises les décisions. Et on a tendance à ne pas accepter que certaines choses se passent d'une certaine manière. Je suis très cryptique et je vais donc passer à autre chose. Microsoft 365... Cédric, c'est quoi cette histoire ? Et Office 365 n'existe plus. On a désormais dans cet abonnement une série de services pour la famille aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Un coup des Chinois. Le bordel, non. Un coup des Chinois non plus, n'exagérons pas. Mais non, en fait, Microsoft a décidé de... Alors, il y avait une offre... c'est là que c'est le bordel chez Microsoft, comme d'habitude. Mais en gros, tu avais une offre grand public et une offre professionnelle. Et là, l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte de... tu vois, il y a des services à des connotations grand public comme Skype. Il y a des services avec connotations plutôt entreprise comme Teams ou OneDrive. Parce que, mine de rien, OneDrive, on ne peut pas dire que ce soit très grand public. Les gens utilisent Google Drive ou Dropbox. Je connais peu de gens autour de moi qui utilisent ça. Word, Excel, ok, ça tape un peu dans les deux, mais du coup, on se retrouve avec des offres qui étaient différentes, qui contenaient plus ou moins des choses qui se recroisaient. Enfin, c'était compliqué. Et du coup, en gros, Microsoft a décidé de regrouper tout ça dans un abonnement et de proposer ça, en fait, toute une suite de nouveaux logiciels dans la suite
qu'ils avant s'appelaient Office, mais qui n'a plus de sens. Maintenant, ça s'appelle Microsoft parce qu'il y a des logiciels qui ne sont plus de la suite Office. Voilà, donc c'est surtout pour ça en fait que ça s'appelle Microsoft, c'est que maintenant vous avez aussi des logiciels qui sont plus de la suite Office. Déjà Skype, quand on a acheté Office 365, c'était un peu chelou que ça soit dans la suite Office. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses. Oui, pardon. Non, c'est juste, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, je pensais que tu avais fini. Je voulais te demander qu'est-ce que c'est que Family Safety qui fait aussi partie du package. Alors moi je l'utilise pas du tout Family Safety pour tout te dire, donc voilà, je me suis pas plus renseigné que ça sur ce soft-là. C'est parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un truc pour suivre les membres de ta famille si tu le veux, mais aussi suivre leur utilisation de leur ordinateur, de leur Xbox, etc. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un contrôle parental. Ni moins. Faut pas chercher plus loin. Moi, je l'utilise pas. Donc, mais ils ont rajouté ça dedans. C'est pour ça que ça avait plus de sens de l'appeler Office. Donc, il y a un contrôle parental. En gros, ils veulent vraiment faire une suite. Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Pour que tout le monde y a pas vraiment ait des raisons de leur donner de l'argent, en fait, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. En gros, le prix change pas. Donc voilà. Enfin, je dis le prix change pas, mais en fait, si quand tu prends l'option famille, il est à 9 €. Quand tu prends le personnel, il est à 7 €. Enfin, 10 € et 7 €. Moi, tu vois, je sais que je vais être basculé automatiquement. J'ai une offre famille. Actuellement de Office 365, je vais basculer automatiquement sur Microsoft 365, donc je vais avoir quelques logiciels en plus. Tu vois, je sais que Outlook par exemple, ils ont changé des choses dedans pour avoir une vue d'ensemble de la famille et ce genre de choses. En gros, ça ressemble à ce qu'a fait un peu Apple avec tu sais, iCloud Famille, le fait d'avoir les calendriers partagés, ce genre de choses. En fait, ils rendent l'offre un peu plus grand public. Du coup, ils enlèvent le côté Office qui sonne vraiment comme professionnel. D'accord. Tout en mettant des logiciels qui étaient présents dans la suite Office Pro avec Teams. Enfin, c'est pas bête en fait. Clair. Non, c'est pas très clair, mais c'est genre pas très clair en termes de marketing. Mais... si tu as besoin des services de Microsoft, tous les outils sont là. Voilà, oui, si tu as besoin des services de Microsoft, tu t'abonnes à Microsoft 365 et tu as un petit peu tout. Et c'est ça, il y a de tout dedans. Tu as du stockage OneDrive, tu as du temps Skype pour appeler vers les mobiles et les fixes. Enfin voilà, pour ça c'est vraiment top. C'est un peu comme OneDrive. C'est un peu comme ce que propose Google, sauf que c'est des trucs gratuits, donc c'est pas tous réunis sur un abonnement. Il n'y a pas d'abonnement. Enfin, si, on peut s'abonner, mais c'est pour d'autres raisons. Ce que propose également Apple, quand on achète leurs produits, il y a tous les logiciels de bureautique et de famille qui sont intégrés, tous les outils de ce type-là. Donc oui, c'est pas bête en fait. C'est une transition étrange, mais au final, c'est cohérent. Voilà, ils ont rajouté pas mal d'IA et de machine learning dans leur truc. Il y a donc des alimenté par la puissance d'Azure, puisqu'ils ont rajouté, tu sais, Microsoft Editor. Je sais pas si vous connaissez. Tout à fait. Mais en gros, c'est un outil qui vous permet de vous aider à la rédaction de texte et tout ça, en surlignant des passages, en t'ouvrant des menus contextuels pour te proposer des tournures de phrases différentes ou des trucs comme ça. Éviter les répétitions. Éviter les répétitions, exactement, qui fait de l'analyse, et ça c'est plutôt bien. C'est bien foutu, ouais. Ça marche sur Word et sur Outlook, là où on va écrire. Et l'un des exemples aussi, c'est avec Excel. C'est le cas typique des vacances, de tout un tas de trucs. Ils ont plein de modèles tout prêts. Et pour la gestion de l'argent, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et pour les aliments aussi, ils intègrent. Dès que tu vas taper les aliments, cet assistant va t'aider à renseigner par exemple le nombre de calories, de sel, de matières grasses et tout ça des aliments que tu saisis, en se basant sur une moyenne. Une carotte, c'est X grammes de sucre, c'est X calories et ainsi de suite. Donc c'est un assistant qui t'aide. Par exemple, quand vous faites vos courses, c'est le retour de Clippy. Non. Ouais, mais alors Clippy un peu boosté quand même, parce que c'est vraiment très con à part taper sur l'écran et nous faire chier. Du coup, Corben, toi, c'est un truc que tu utiliserais, toujours l'angle un peu barbu, famille, mais quand même pratique. Sécurité pratique, c'est un truc que tu utiliserais, toi, Microsoft 365 ? Allô ? Est-ce que tu as disparu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a coupé ? Vous êtes revenu ? Ok, tout va bien. Vas-y, Corben, tu disais quoi ? Non, je suis plus dans l'environnement Mac, donc forcément, enfin Apple, donc forcément, j'utilise plus ces trucs-là. Donc oui, s'il faut, du côté de Microsoft, pas de souci. Moi, c'est le genre de trucs que je pourrais utiliser, ouais.
D'accord. Ouais, mais clairement, Bon. je trouve que c'est un upgrade. Ouais. C'est un upgrade. Ils avaient déjà, tu vois, tout ce qui. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ces outils sont passés à l'épreuve de l'entreprise déjà depuis longtemps et maintenant ils déclinent ça sur le grand public. Et ça, c'est vachement bien. Chez Apple, on est tout dans la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on est resté très longtemps en bêta avant d'avoir un partage de dossier. Il a fallu X années avant d'avoir un partage de calendrier. J'en parle même pas. Et pareil pour comment ça s'appelle le partage de stockage familial. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, ces trucs qui sont arrivés par le grand public pour Apple. Quand on voit le travail collaboratif sur Keynote, Numbers et tout ça qui débarque maintenant, alors que sur Office en ligne et tout ça, ça y est déjà depuis un moment, et ben Microsoft en fait fait la démarche inverse, c'est dire on a des outils pro qu'on va essayer de vendre au grand public. Quand Apple fait des outils grand public qu'ils essaient de vendre aux pros, ça marche pas très bien. Ouais, puis c'est peut-être aussi pour bouffer un peu Google Docs. Et c'est ça. Et je Évidemment, pense que la cible, c'est pas du tout Apple, c'est plutôt GDocs qui est de plus en plus utilisé par le grand public en fait. On retombe sur notre premier débat. Aujourd'hui, une famille, elle a des besoins d'informatique d'une petite entreprise d'il y a 5 ans. Et comment on va les faire payer et aujourd'hui, il y a vraiment un boulevard, la sécurité. Les gens ont compris pour beaucoup que quand même les services gratuits, il y avait quand même il y avait une couille dans le potage, quoi. Un service gratuit n'est jamais gratuit. Et c'est eux le produit, enfin toutes les vieilles rengaines qu'on a sur le truc. Et donc aujourd'hui, un certain nombre de personnes, et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui va encore éveiller des consciences que ouais, je paye, mais je sais pourquoi je paye, c'est pour un peu de sécurité, quoi, de ma vie privée, tout ça, et ça devient des enjeux même pour les particuliers, les familles, etc. Alors, parlons un petit peu cinéma. On l'évoquait il y a une semaine ou deux, le CNC va autoriser la mise en vente en VOD de films qui sont sortis juste avant ou pendant le confinement. Et ça a été confirmé, donc vous aurez bien droit à certains films qui sont censés être au cinéma maintenant sur les plateformes de VOD. Pour le moment, c'est VOD à l'achat, pas à l'abonnement, donc pas sur Netflix. Pour le moment, c'est que des films français. Généralement, les gros films internationaux... Ah non, il y a Sonic le film. Ah, il y a Sonic aussi, c'est vrai. Voilà. Essentiellement, on va dire, des films français. Salto ne sera pas disponible pour tout le monde. C'est ceux qui ont bénéficié des sous du CNC, donc voilà. Oui, oui, d'accord. Salto ne sera pas disponible pour tout le monde le 3 juin comme prévu. Bon, ça s'explique par la crise. Canal+, non, c'est dommage, je l'attendais vraiment. T'es méchant. Canal+, oui d'ailleurs, avec Disney+, qui est disponible maintenant, on a bien vu, comme le disaient les gens qui nous mettaient en garde il y a 2 semaines, que c'était totalement parce que Orange voulait faire des deals derrière dans l'obscurité, faire des deals et des trucs et ralentir l'arrivée de Disney. Oui, on a bien vu, tout le monde s'est mis à OCS maintenant et ils ont pu faire leur deal avec Canal+, ça a tout changé. Bref. Et Canal+, justement, ils ont fait leur offre Canal+ gratuit pendant le confinement. Et ben France TV n'est pas content du tout parce que ça fait une concurrence déloyale. Ils ont une certaine catégorie de films à diffuser en crypté. Et ben ils les ont diffusés en pratique à tout le monde, donc en pas crypté. Et bah les autres chaînes sont pas contentes parce que leurs films qui vont arriver plus tard, il y a plein de gens qui les auront déjà vus. Oui. Donc c'est concurrence déloyale, non-respect de la chronologie des médias, c'était marrant. Quibi, c'est une app qui fait du contenu vidéo uniquement sur mobile. C'est des gros acteurs derrière cette application qui est sortie aux États-Unis. Les premiers retours sont pas incroyables. Ils ont eu presque 2 milliards d'argent des investisseurs, sachant que c'est l'application, vous savez, qu'on peut regarder les vidéos soit en mode portrait, soit en mode paysage. Ouais. Elles sont prévues pour. Les premiers retours sont pas incroyables. Et puisqu'on parle de vidéos, je finis cette petite section avec YouTube qui va concurrencer TikTok, qui devrait bientôt rendre disponibles les shorts, qui sont clairement une réponse à TikTok. On parle de TikTok depuis quelques mois déjà et même un peu plus. Donc il n'est pas surprenant. On pensait que le phénomène s'essoufflait, mais en fait le confinement a
redonner des ailes à relancer, TikTok. Ouais. Ouais. Et Snap va permettre l'utilisation des stories, dont ils sont à l'origine, hein, même si elles ont conquis le monde, dans d'autres applications. Il va y avoir un embed de leurs stories dans d'autres applications. C'est pas bête pour étendre leur influence. Le fait de pouvoir mettre les stories qui sont censées être éphémères à la base, mais là elles seront disponibles 7 jours dans d'autres applications. On va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, c'est cohérent, mais c'est cohérent. Donc sur tout ça, les films disponibles en VOD jusqu'à YouTube qui copie TikTok et Snap, est-ce que ça vous inspire des choses? Jérôme, toi qui es un jeune de la vidéo du net, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent? Alors, la chronologie des médias, moi, de toute façon, je comprends pas que ça existe encore, mais je sais qu'il y a plein de raisons et que c'est bien pour... mais bon, voilà, par exemple, on a un Disney+ qui est tronqué par rapport aux autres. Ça me paraît d'un autre âge, toutes ces décisions. Il y a peut-être des moyens, sans perdre, effectivement, et ça, j'en suis le premier conscient, qu'en France, il est important de garder des emplois dans le cinéma et que les autres cinémas européens se sont effondrés et que c'est très bien, mais je sais pas, peut-être qu'il faut revoir les choses. Bref, je ferme la parenthèse là-dessus. Je reviens juste sur TikTok et YouTube parce que beaucoup ont dit on n'a pas envie de voir du TikTok arriver sur YouTube. Moi, le premier TikTok, je regarde, j'y trouve des choses intéressantes sur TikTok. Je m'y mets pas parce que franchement, vous avez pas envie de me voir en playback faire des danses. Mais c'est un format, je comprends pourquoi il fonctionne. Il m'est pas naturel. Mais le truc que va pouvoir amener YouTube à ce format-là, c'est la monétisation. Parce que ça va faire exactement comme Vine. Vine qui a révélé toute une génération aujourd'hui de youtubeurs, d'influenceurs, etc., mais qui avait un gros problème fondamental qui n'était pas monétisé. Donc il y a un moment, on commence toujours en faisant le clown pour rien, mais il y a un moment où on a envie d'être payé pour faire le clown, quoi. Et c'est peut-être ça qui va changer beaucoup parce que pour l'instant TikTok, il n'y a pas vraiment de monétisation, en tout cas directe. Donc ça va peut-être changer la donne, effectivement, cette arrivée des formats très courts sur YouTube. On verra. Intéressant. Corben, quelque chose d'autre qui t'inspire là-dedans où on avance? Non, bah, chronologie des médias, moi je trouve ça va bien là, que ça se libère avec le confinement, mais comme j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose, comme tu disais, c'est beaucoup de films français, et j'ai regardé la liste, mais vraiment diagonale, et j'ai rien vu que je connaissais ou que j'attendais, tu vois, donc j'étais un peu disons triste. que c'est les gens qui auraient pu les voir au ciné pourront les voir en VOD, donc c'est là qu'est l'intérêt de la chose. Oui, c'est bien. Il est évident que ça va repartir comme avant, une fois que le confinement sera terminé. Encore que, comme beaucoup de choses pendant le confinement, il y a plein de gens qui se rendent compte des bénéfices du travail à distance et d'autres choses. Il y a des choses qui vont rester une fois que le confinement sera terminé, ce qui est d'ailleurs pas pour tout de suite. Hein. Vous emballez pas avec vos histoires de déconfinement dont on entend parler depuis une semaine partout. C'est pas... Non, on n'y est pas encore. D'ailleurs, le nombre de morts est reparti à la hausse. On n'y est pas. Il faut pas se relâcher. Bref, peut-être que les producteurs qui vont voir, peut-être que s'ils ont des rentrées qui sont significatives en VOD, vont se dire peut-être qu'il faudrait relâcher un petit peu la chronologie des baignats pour pouvoir bénéficier un petit peu plus tôt du boost médiatique de la... Mais je note quand même que en acte à l'achat, la vente se fait 4 mois après la sortie au cinéma. Généralement, aux États-Unis, c'est 3 mois après. Donc, on n'a pas non plus une marge de manœuvre énorme, à moins qu'on ne veuille les rendre disponibles au même moment, ou presque, que la sortie au cinéma, ce qui, je pense, n'est pas... Personne ne voudra voir. Donc, c'est un bon test, en tout cas. Ouais. Ok, écoutez, on va conclure avec un dernier petit sujet. Quelques petits mots comme ça pour que vous sachiez. D'une part, dans les packages d'aide américains, il y a des gens qui sont sans emploi qui vont recevoir de l'argent. C'est le gouvernement américain qui a décidé de faire un package d'aide, parce que là-bas, ils ont beaucoup moins de bénéfices sociaux qu'on peut en avoir ici, ou partout ailleurs. D'ailleurs, ils sont un petit peu uniques. Mais ce que je voulais dire par rapport à la tech encore, c'est qu'il y a énormément de conducteurs Uber, de livreurs, de petites... en gros, de la gig économie, qui vont recevoir de l'argent
parce qu'ils sont sans emploi, ce qui est évidemment à première vue une bonne chose et même à seconde vue, mais certains critiques ont fait remarquer que ça correspond plus ou moins à une aide, pas déguisée, mais indirecte, aux sociétés avec d'énormes financements par des investisseurs. Eh ben, ils reçoivent une aide parce que ces travailleurs qui travaillent pour eux mais qui ne sont pas employés, donc dont ils ne sont pas responsables et pour lesquels ils ne payent pas de cotisations sociales, eh ben, ces travailleurs, ils se retrouvent payés quand même par le gouvernement. Et donc, c'est une aide indirecte, ce qui est effectivement tout à fait le cas. Hein. Donc, ça, je ne sais pas s'il y a une solution directe qui se fait jour en constatant la chose, mais il est important, je pense, de la constater. Tout à fait. Merci. On continue Merci de la constater. à voir. Non, enfin, tu vois, c'est une analyse qui est intéressante, je trouve. Oui, c'est bien de le voir, mais après, moi, je sais pas quoi foutre avec ça comme info. Mais oui, non, mais bon, parfois, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Enfin, il y aurait des choses à discuter, à dire là-dessus, et c'est en fait, on repart dans la discussion. Quel est le statut des travailleurs de cette gig économie ? C'est ça la question. Mais c'est un autre aspect intéressant à ajouter à cette discussion. Et on continue à avoir des articles à droite et à gauche de personnes qui constatent à quel point, on en parlait depuis 2-3 semaines, qui constatent à quel point la collaboration entre la tech et les gouvernements est positive et à quel point la relation, au moins pendant cette crise, est en train de changer. Espérons que ça dure un petit peu et qu'ils pourront s'entendre un petit peu plus au lieu d'être tout le temps en bise-bise, mais on a des articles un petit peu partout qui constatent les choses. Et ça m'amène au dernier sujet qui est la question de la localisation et de l'identification des personnes pour les phases suivantes du combat contre la pandémie. Sur ce sujet, je vous inviterai à aller écouter l'épisode que j'ai enregistré c'était il y a une semaine, qui s'appelle... c'est le 342 bis, c'est Covid-19 et restriction des libertés. Je ne vais pas refaire tout l'épisode, il fait une vingtaine de minutes, mais là-dedans, c'est une réflexion sur la différence qu'il y a entre nos réactions par rapport aux questions de restriction des libertés en temps de combat contre le terrorisme et en temps de pandémie. Parce que beaucoup de gens appliquent leurs conclusions des réflexions quand il s'agit des données privées et de la manière dont elles doivent être gérées en temps de combat contre le terrorisme, avec tous les gros bémols que ça peut impliquer, et ils les appliquent aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Et pour moi, c'est faire fausse route, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes, les solutions ne sont pas les mêmes, les dangers ne sont pas les mêmes. Alors bien sûr, il faut rester vigilant, ça c'est évident, et on n'aurait même pas besoin de le dire, je pense, mais ça va mieux en le disant. Mais ça ne veut pas dire que toutes les conclusions qu'on atteint dans les contextes précédents sont applicables aujourd'hui. Et l'une des différences essentielles, c'est que le danger du terrorisme est diffus, est incertain. Le danger de la pandémie est très très clair et très facile à comprendre et très présent. Mais tout ça pour dire qu'il y a de nombreux pays qui mettent en place le en gros le traçage des populations et des malades à différents niveaux de précision, comme on en parlait la dernière fois. Mais c'est une stratégie qui est en train d'être mise en place dans les pays occidentaux aussi, à différents degrés. La France a choisi de collecter des données agrégées, souvent fournies par fournis par les opérateurs, merci. Il y a plein d'articles sur les sujets, il y a vraiment des choses super intéressantes, mais en gros, la France a choisi de faire ça en précisant qu'il n'était pas possible légalement de traquer les personnes à un niveau individuel, donc on ne réfléchit pas à ce niveau de traçage, mais par contre le traçage de données agrégées et anonymisées, oui. Et évidemment, quand on parle de toutes ces données, en gardant à l'esprit ce que je disais juste avant, j'ai envie de me tourner vers
vers Corben pour demander, toi, ce que tu en penses. Je trépigne. Je croise les doigts, j'espère que tu vas pas me lancer dans une diatribe interminable, mais vas-y, j'ai peur. Dis-moi ce que tu en penses. Non, bah écoute, sur le traçage en lui-même, tu dis, pour l'instant, ils réfléchissent aussi à un titre individuel, en tout cas pour le cas de la France. Là, moi, je comprends pas pourquoi ils commencent à réfléchir à ça alors qu'on n'a même pas de test pour tester les gens pour l'instant. Donc, pourquoi pas plus tard. Sur le cas d'une pandémie, à la limite, je vais peut-être faire hurler les gens qui nous écoutent, mais je peux comprendre l'intérêt parce que là, on est sur quelque chose de mécanique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'isoler les porteurs du virus pour éviter que ça se propage et contaminer les gens. Donc pour les isoler, il faut les tester. Donc pas de test, ça sert à rien. Il faut peut-être pouvoir les suivre, effectivement, ces gens-là, s'il y en a qui font n'importe quoi. Donc à la limite, je veux bien, mais la pandémie, elle a quand même une date de début et une date de fin approximative. Et je pense que s'il y a des lois à modifier ou des choses à passer, etc., il faut que ça soit bien écrit, que ça va pas rester ad vitam aeternam. Le problème, c'est qu'on connaît les oiseaux qui nous gouvernent, et pas qu'en France, dans tous les pays. Et en général, ce genre de loi, on l'a vu avec l'état d'urgence et le terrorisme, etc., ce genre de loi reste. Alors le terrorisme, il n'y a pas de date de fin, contrairement à la pandémie où il y aura, j'espère, une date de fin. Mais donc là, voilà. Mais ce genre de, en fait, moi, ce dont j'ai peur, c'est que ce genre de mesure soit là pour rester, en fait, et que c'est ce que même disait. Même s'il y a des garde-fous, à un moment ça évolue, tu vois. Ils vont te mettre un garde-fou là maintenant, et puis à un moment ils vont te le faire sauter le garde-fou parce qu'il y aura une 10e vague, et puis à ce moment-là on dira non mais là c'est plus possible, il faut qu'on fasse plus longtemps, et puis voilà. Ouais. C'est ce que disaient Gaël et Mathieu il y a 2 semaines. Quand même, tu laisses. Tu comprends la nécessité, on va dire. C'est ce que je comprends dans ton discours. Je la comprends parce que c'est scientifique, c'est mécanique, tu vois. C'est il faut pouvoir repérer les gens entre guillemets. Enfin ça, c'est pas une question de t'es porteur, tu vas aller en prison ou non, bien sûr. Ou on va te tuer, etc. Tu vois. Voilà, l'idée, c'est de protéger tout le monde. Donc déjà, voilà. Et évidemment, il y a des gens qui jouent pas le jeu. Donc il faut pouvoir voir qui est en contact avec qui et voilà. Il y a une manière de tourner la chose qui m'a paru extrêmement judicieuse dans l'un des nombreux articles que j'ai lus, c'est que dans le cadre du combat contre le terrorisme, on a une agence de renseignement qui demande un accès accru à des données qu'elle va traiter elle-même. On est dans une situation assez différente ici où ce sont des scientifiques qui demandent accès à des données de renseignement à peu de choses près. Et le fait que ça soit les scientifiques qui le demandent change un peu la donne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'une agence de renseignement qui sert son propre but. Donc il y a effectivement une différence qui est notable. Ça aide à mettre en forme cette différence. On notera aussi que le Parlement a annoncé qu'ils allaient se préoccuper justement de ces problèmes de tracking avec énormément de vigilance. On a l'élément de la fin de la pandémie que tu évoquais, Corben, qui a été mis en avant avec l'un des éléments à prendre en compte dans ces données. Il faut qu'elles disparaissent après la fin de leur utilité. Ça, c'est un élément hyper important. Sur l'aspect scientifique, tu disais c'est les scientifiques qui ont besoin de data, etc. Ok, mais moi je l'avais plutôt compris dans le sens où les gens qui respectent pas le confinement, quelque part, il faut pouvoir les traquer. Alors il y a deux choses. Il y a deux choses effectivement. Ça, c'est ce que disait, ce dont parlait Philippe. Il disait, on n'a pas légalement, on n'a pas les outils, on n'a pas le droit. Donc ça, c'est pas au programme. C'est un truc qu'ils ont mis en place à Taïwan et donc on évoquait il y a 2 semaines avec Gaël et Mathieu. Ça s'applique pas chez nous. Maintenant, peut-être qu'il y aura un moyen de le faire ensuite, ou peut-être qu'ils le feront avec d'autres moyens. On parlait de moniteurs à mettre à la cheville et bon, il y aurait toute une discussion à faire là-dessus. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est les données agrégées qui permettent de voir où il y a des populations qui se réunissent, où il y a et beaucoup de gens vont dire mais c'est bon, on sait à peu près et tout. Mais non, on ne sait pas. Il y a là encore dans des articles que j'ai lus, il y a des visualisations qui sont
effarantes. L'un d'entre eux, je l'ai partagé sur Twitter, ils ont regardé les signaux des téléphones de personnes qui étaient sur une plage de Floride, une plage pendant les 2 semaines des vacances de printemps. J'ai vu ça. Et on s'est rendu compte que pendant ces 2 semaines, les personnes qui étaient sur cette plage-là, on se dit, bon, bah, c'est des gens qui étaient en Floride, oui, ils étaient un petit peu en vacances, jusqu'où ils ont pu aller, bon, c'est pas très grave. Ils ont, entre guillemets, colonisé la moitié des États-Unis. C'était effarant. Ils se sont vraiment déplacés absolument partout. Et sans ce genre de données, on ne peut pas comprendre la manière dont évoluent ces phénomènes. Et donc, évidemment, si les scientifiques disent qu'ils en ont besoin, et j'irai même un tout petit peu plus loin dans cette histoire d'appliquer des raisonnements qui ne sont pas issus de cette problématique d'aujourd'hui et qui ne sont donc pas appropriés. On nous reproche aujourd'hui, avec en partie, je pense, raison, de ne pas avoir été assez rapide, de ne pas avoir suivi les exemples des autres pays, et en particulier des pays asiatiques qui avaient eu affaire au SRAS et qui savaient comment il fallait gérer les choses. Eh bien, aujourd'hui, la manière dont ils gèrent les choses et la raison pour laquelle ils réussissent à maîtriser la pandémie, c'est en grande partie qu'ils ont mis en place une politique de trace and... j'ai oublié l'autre partie. Trace and headshot. Exactement. C'est test and trace. Exterminate. C'est test and trace. D'ailleurs, je ne sais pas, à propos de Exterminate, vous avez vu cette police anglaise qui a envoyé des robots... Pardon ? Oui, des Daleks dans les rues. Des Daleks dans les rues, exactement. Ouais. Et donc, c'est du test and trace. Et donc, ils testent les gens, bien sûr, c'est un truc qui va arriver. Et bon, on pourrait parler des phases de pandémie, et oui, il aurait fallu le faire plus tôt, mais bref. Et la deuxième partie du truc, c'est de tracer les gens, de savoir d'où ils sont venus, où ils sont allés, avec qui ils ont été en contact. Et pour faire ça de manière efficace, parfois, il faut avoir accès aux données mobiles et avoir accès aux données mobiles des gens qui ont été en contact avec la personne pour pouvoir savoir, envoyer des messages pour dire vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un, rendez-vous dans un centre pour vous faire tester, etc., etc. Donc, encore une fois, et ça, c'est des données qui sont pas hyper anonymisées. Alors oui, il faut les traiter bien. Qui sont chez Facebook. Qui sont chez Facebook, c'est très simple. Mais les opérateurs sont les mieux placés pour fournir ce genre de données. Donc, on peut pas à la fois reprocher au gouvernement de pas faire ce qu'il faut et ensuite dire ah bah non, le traçage, il faut pas machin. Quand ce qu'il faut faire, ce qu'on voit dans les autres pays qui gèrent les choses et qui nous disent bah c'est comme et les scientifiques nous disent on a besoin de ces données, dire ensuite non il faut pas le faire. Donc bref, tout ça, en gros, je me fous de la conclusion à laquelle on arrive au final. Ce que je veux qu'on retienne de cette discussion, c'est que chaque problème a des conclusions et des solutions qui peuvent être différentes. C'est pas parce qu'on a tous été entraînés pendant 15 ans à se méfier de l'utilisation des données privées avec raison, avec justesse, en particulier parce que c'était appliqué à des questions de terrorisme qui n'étaient pas améliorées par l'utilisation de ces données et que le danger que posait le terrorisme, si on est très froid, c'est quelques dizaines, quelques centaines, au pire des années des pires, c'est quelques milliers de morts par an. Là, la pandémie, c'est pas la même chose. On est clairement dans des proportions qui sont bien plus grandes et dans une efficacité d'utilisation de ces données qui est bien plus grande et qui est avérée par les communautés scientifiques. Donc, les conclusions ne peuvent pas être les mêmes. Et si par réflexe, on se dit « bah non, faut pas faire ça », on risque de faire une erreur. Donc, voilà, ça c'est ma conclusion. Je vous redonne la parole. Jérôme, je vois que tu trépignes. Non, mais je me demande comment on va faire ça si on brûle toutes les antennes 5G, ça va pas marcher. C'est bon, les données 4G marchent aussi. D'où mon explication, c'est encore un coup des Chinois qui vont brûler les antennes 5G pour imposer leur système de tracking à eux avec des antennes qui résisteront au feu. Et des masques qui te protègent de la fumée. J'en ai pas parlé parce que je sais pas si c'est vérifié, mais j'ai vu passer une news sur un site de news, c'était pas juste un tweet, qui disait que la Chine n'acceptait de vendre des masques à la France que s'ils utilisaient de l'équipement Huawei. Je ne sais pas si c'est vrai, je pense pas, mais ça serait marrant. Bon, Cédric, t'es resté très silencieux, un dernier mot ? Pour moi ? Oui, non, t'es pas obligé, hein. J'adore l'application singapourienne Trace Together là, qui est vraiment top, qui fonctionne
qui est anonyme, qui traque pas la population, mais qui, si tu as croisé une personne qui est infectée, qui présente des symptômes dans les jours qui suivent, tu as averti, sans savoir qui est cette personne, hein, mais on te dit juste tu as croisé quelqu'un, vous devriez vous rapprocher d'un médecin pour vérifier. Je trouve ça top. Et ça permet justement, je pense qu'un retour à la normale se fera avec ce type d'outils. C'est-à-dire quand on commencera à déconfiner et à sortir de chez nous, on aura peut-être ce type d'app qui dira attention, vous avez croisé quelqu'un, vérifiez les symptômes, et peut-être ça permettra justement d'éviter une deuxième, une troisième, une quatrième vague. Si tu comprends tout de suite que tu as croisé quelqu'un qui a des symptômes et que toi tu en as pas encore, tu peux peut-être te confiner justement en te disant oula, je veux pas contaminer d'autres, tu vois. Et, je pense que ça peut être efficace. Ouais. Bon, écoute, c'est marrant parce qu'il y avait effectivement dans tous les articles que j'ai lus, encore une fois, une série d'articles qui mentionnaient le fait que peut-être que Apple et Google seraient les mieux placés justement pour gérer ces données, ce qui est quand même ironique et qui vient d'un journaliste, je crois que c'était Benedict Evans, je suis plus tout à fait sûr, mais non, c'est John Evans, pardon, qui disait c'est peut-être Apple et Google qui sont les mieux placés pour gérer ces données-là, parce que si c'est fait de manière sérieuse et que les gouvernements sont pas hyper impliqués, on a moins de risques là-dedans, ce qui est quand même une ironie suprême, quoi. Du open source leur application pour que justement un max de gens l'utilisent, le code source va être dispo et chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ouais. Bon, écoutez, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On va conclure sur ce sujet. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler encore dans les semaines à venir et on essayera de garder un œil critique. Pardon ? Je disais une fois que ça sera en place. Oui, on gardera évidemment un œil critique sur tout ça et on n'hésitera pas à le signaler s'il y a des choses pour lesquelles dont on n'est pas tout à fait convaincu. On va se quitter là. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ? Tout en ce moment, de partout. Alors vous me retrouvez sur la chaîne YouTube Nowtech. Le matin en live toujours, on maintient l'émission de 8h à 9h tous les jours. Donc une revue de presse, c'est Le Mug. Du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire Nowtech Live et le vendredi sur la chaîne principale. Mais je fais aussi un live à 14h tous les jours, spécial confinement. On discute de tout et de rien, de n'importe quoi, surtout du n'importe quoi. Et c'est bien cool, j'ai des invités même maintenant. Et puis, vous pouvez également me retrouver maintenant sur Twitch, puisqu'on a ouvert notre petite chaîne Twitch, ça s'appelle Nowtech QG. Et dès que j'ai un petit peu de temps, j'irai y faire des occupations vidéoludiques. Alors écoute, on se fera une partie d'Overwatch à un moment, ça sera sympathique. Ah non, t'es en bronze, je jouerai de manière anonyme, pas jouer avec je me planquerai dans un coin. Ouais, non, je veux pas jouer avec toi, t'es en bronze, certainement pas. Ouais, non, je suis un bronze, moi. Oui, par contre, Cédric, lui, c'est un gold, donc je veux bien jouer avec lui. Hein, Cédric, où on te retrouve ? Bravo, le racisme anti-bronze. Bravo. Cédric, t'es où, toi ? Et en plus, je suis sur la courbe ascendante, donc... Oui. Ça déconne plus. Exactement. Non, moi, on me retrouve sur Internet, studiorenegade.fr et sur Twitch, évidemment, twitch.tv/Studio Renegade. Voilà, Twitter, @Cédric Bonnet, comme d'hab. Magnifique, Corben, où es-tu ? Et alors, moi, comme Jérôme, un peu partout en ce moment, parce que du coup, je multiplie les canaux. Donc, sur le blog, toujours, vous connaissez, corben.info. Sur Twitter, où je partage plein de trucs sur Corben. Sur YouTube aussi, j'ai réactivé la chaîne YouTube, donc je poste plus de vidéos qu'avant. Donc, c'est Corben. Et puis qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et puis en podcast aussi, maintenant, sur un podcast qui s'appelle Parallèle, avec un S à la fin. Voilà. Super, c'est Parallèle, vous pouvez rechercher ça dans votre app de podcast. On est en train de devenir des groupes multimédia en fait. Avec c'est fou, mais nous tout seuls, tu vois. Ça. Voilà. Des Rémi Brica. On est les nouveaux Webedia unipersonnels. C'est ça. Ouais, petit Webedia. C'est ça. Rémi Webedia. Bon, ah oui, j'ai presque oublié de le dire. D'ailleurs, j'ai oublié, mais en parlant de multimédia, moi, je me lance dans un format d'avenir qui est la newsletter. Les Patreons ont désormais accès à une newsletter sympathique. J'ai vu que tu allais faire un RSS, j'ai eu peur.
un chat délire. Ouais, exactement. Une newsletter, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner justement sur patreon.com/rdvtech. En plus de tous les bonus que vous avez eu jusqu'à maintenant, vous aurez aussi cette newsletter qui arrive, qui est en cours de test avec les patriotes. Donc, vous pouvez sur patreon.com/rdvtech devenir patriote. Et surtout, bon, c'est pas pour les bonus, c'est surtout pour soutenir l'émission. Je vous remercie infiniment de nous suivre. T'as oublié de dire quand même que tu étais sur Caramel à 14h tous les jours. C'est les gens qui veulent discuter avec toi. Non, mais je suis sur 3615 Pat. 36-15 Pat. Non, tu rigoles, c'est le 36-18 Pat. Il faut faire des Il faut sous. moderniser quand même. Mais ouais. 0808 808 808. C'est ça. Et non, par contre, je suis effectivement sur Instagram. Je fais des stories sympathiques sur Instagram, sur Twitter. Il n'y a pas encore de stories, mais je suis Note Patrick partout, donc vous pouvez m'y suivre. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.